La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les canards sanglants élevés, les canards sanglants dans les campagnes, mugirent ces féroces soldats. Charles de Gaulle. Bonjour Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, symbole de la grandeur française et des 6 ans de guerre en Algérie. 3 forces dominent désormais l'Algérie: les musulmans, les colons français et l'armée française. Sa mission: rétablir la paix, sans perdre le contrôle des forces qui s'opposent autour de lui. Face à de Gaulle, les adversaires se multiplient: Salam, Massou, Soustelle, militaires, politiques ou partisans de l'Algérie française. En face, Ferhat Abbas incarne désormais les aspirations nationalistes algériennes. Alger, un morceau de France, transplanté au-delà de la Méditerranée. Plus d'1 million de Français y côtoient désormais 10 millions de musulmans algériens. Au cœur d'Alger, une statue équestre domine la place principale, silhouette immobile de la présence française sur l'autre rive de la Méditerranée. En apparence, la ville semble paisible. Européens et musulmans fréquentent les mêmes boutiques, les mêmes cafés, les mêmes avenues baignées de soleil. Et certains après-midi se croisent jusque dans les milk bars d'Alger. Mais derrière cette tranquillité apparente, les tensions ne cessent de grandir. La Casbah, derrière ces murs blanchis par le soleil et ces ruelles silencieuses, elle rappelle un autre visage de l'histoire française en Méditerranée. Au bord de la Méditerranée, les plages algériennes ressemblent à celles de la Côte d'Azur. Même soleil, même baignade, même jeunesse bronzée. Alger semble vivre entre modernité européenne et Orient mystérieux. Une ville indomptable, fascinante, vibrante et audacieuse. Pour les Européens, l'Algérie demeurait encore une terre à la fois sauvage et exotique. Mais, dans la nuit du 1er novembre 1954, tout bascula. L'insurrection algérienne contre la France venait de commencer. Sous le drapeau du FLN, les nationalistes algériens entrent en rébellion. Des attaques éclatent contre les Français. Dans les montagnes et l'arrière-pays, les patrouilles françaises sont prises dans des embuscades meurtrières. Les trains déraillent. Des villages musulmans hostiles au FLN sont détruits. En quelques mois, la peur et la violence gagnent toute l'Algérie. Une bombe à retardement pulvérisa cette boîte de nuit. Le FLN finançait ces opérations grâce à l'argent recueilli parmi les travailleurs algériens vivant en France. Désormais, la violence ne frappait plus seulement l'Algérie. La terreur gagnait aussi les rues de Paris. Même en France, des musulmans soupçonnés de collaboration étaient assassinés presque chaque jour. Le FLN exigeait toujours davantage d'argent auprès des Algériens vivant en métropole. Ce village s'est opposé au FLN. Dans les ruelles de la Casbah, les mouvements rebelles rivalisaient pour gagner le soutien de la population. C'est là qu'un dépôt clandestin d'armes et de munitions sauta brutalement. En 1958, au sommet de sa puissance, le FLN comptait près de 20 000 combattants. Dans les montagnes du nord-est algérien, particulièrement dans les Aurès, il contrôlait de vastes territoires et imposait sa loi. Durant 6 années, le conflit ne cessa de s'étendre. Des colons français et des soldats de l'armée française périrent dans les campagnes algériennes, frappés par des embuscades, des attentats et des attaques de guérilla. Des grandes familles françaises jusqu'au comte de Paris lui-même, beaucoup connurent la douleur d'enterrer leurs fils avec les honneurs militaires, tandis que les victimes musulmanes du FLN demeuraient dans l'oubli. 300 hommes et garçons tués dans un village algérien. Ils ont soutenu le MNA, un autre mouvement algérien pour l'indépendance. Puis la force de combat majeure de l'armée française fut rejetée en Algérie.
110 000 hommes furent déployés avec toutes les armes de la guerre moderne. L'armée avait des canons, des avions et des chars, mais bien souvent, aucun ennemi visible à combattre. Les troupes françaises arrivaient dans des villages, souvent après que les rebelles les avaient abandonnés en ruine. Alors que les militaires avancèrent d'un côté, les rebelles se déplacèrent de l'autre. Enfin, les Français ont pris des mesures drastiques. Les rebelles ont eu le soutien de nombreux autres musulmans. Ils se sont déplacés inaperçus au milieu de la population civile. Alors les Français ont déplacé la population civile. Des villages entiers furent rassemblés et transportés vers des camps où l'armée française pouvait mieux les superviser. Une guerre étrange. Les rebelles ont montré leur puissance dans les villes en ordonnant des grèves générales. Les musulmans ont été condamnés à ne pas travailler. Les magasins des Casbahs étaient fermés. Alors l'armée française les ouvrit pour les affaires. Mais au cours des 2 dernières années de cette longue lutte, le sens a tourné. Les offensives de saturation menées par les Français ont coupé le pouvoir de l'armée de libération nationale rebelle. Beaucoup de rebelles ont été capturés ou abandonnés. Leur morale est tombée. Ces forces, toujours dans les montagnes, se dispersèrent en bandes pas plus grandes que des pelotons. Mais la guerre s'est poursuivie. Les rebelles ont massacré 150 000 civils, causant un lourd bilan. Les Français perdent 10 000 hommes. Même par une journée relativement calme, plus de 25 hommes sont morts en Algérie, se battant d'un côté ou de l'autre, ou simplement pris dans le feu croisé. À Alger même, une troisième force commençait à se faire sentir. En 1956, les colons accueillirent violemment Guy Mollet, le premier ministre français, venu rendre hommage aux morts de la guerre d'Algérie. Craignant de perdre tout ce qu'ils possédaient, ils le traitèrent de traître. Peu à peu, il devint clair que les gouvernements de France se faisaient désormais dans les rues d'Alger et s'y défaisaient aussi. Les responsables politiques semblaient tour à tour dépassés par les événements. Puis, lorsque Pierre Pflimlin fut nommé président du Conseil, Alger bascula dans l'insurrection ouverte. Les colons ont défié le gouvernement de Paris et ont appelé Charles de Gaulle à prendre le pouvoir. Le 13 mai 1958, les colons marchent sur la maison du gouvernement à Alger. C'est alors que l'armée, sous la direction du général Raoul Salan, vacilla. Après avoir d'abord résisté, il finit par s'effacer et laissa les colons prendre l'initiative. Des avions de l'armée de l'air dessinèrent dans le ciel la croix de Lorraine du général de Gaulle. Jacques Soustelle devint l'un des chefs de l'insurrection. Il fut rejoint par le général Salan qui avait désormais basculé du côté des colons. Ils ont instauré le comité de sécurité publique pour gouverner Alger en attendant de Gaulle. Aux côtés des insurgés se tenait le général Jacques Massou, héros des parachutistes. Dans la foule, les cris montaient « De Gaulle au pouvoir ». Le même cri a résonné à Paris. Des militants de droite
descendirent dans la rue pour réclamer le retour immédiat de Gaulle au pouvoir. À l'Assemblée nationale, pourtant, on cherchait encore une alternative. Pendant des jours et des nuits, les manifestations se succédèrent, les députés s'agitaient dans les couloirs du pouvoir et les affrontements avec la police devenaient de plus en plus violents. Le 1er juin, l'issue ne faisait plus de doute. Flimlin était écarté et de Gaulle revenait au pouvoir. La France venait de vivre un tournant décisif de son histoire. De Gaulle apparut devant l'Assemblée pour présenter son programme. Il promettait de réformer la Constitution française et de mettre un terme à la guerre d'Algérie. L'Assemblée applaudit. De Gaulle prit ensuite l'avion pour Alger afin de saluer ceux qui avaient contribué à son retour au pouvoir. Salan, Soustelle et Massou, figures essentielles de la crise algérienne. Ce fut pour de Gaulle l'heure du triomphe. Jamais encore il n'avait semblé aussi populaire auprès de la population européenne d'Algérie. Partout, la foule l'acclamait. Même l'armée paraissait acquise à sa cause. He had everything, even ticker tape. Au balcon du gouvernement général, de Gaulle prononça sa célèbre phrase. Je vous ai compris. Qu'il est courageux, mais qu'il n'en est pas moins cruel et fratricide. Pourtant, derrière l'enthousiasme de la foule, son discours demeurait prudent. À aucun moment, il ne déclara explicitement que l'Algérie était française. Pour de Gaulle, cette guerre prenait désormais les traits d'un conflit fratricide. Il appelait les Français et les Algériens à mesurer les conséquences tragiques de cette lutte. Selon lui, seule la réconciliation permettrait d'en sortir. Vive Monsieur Soustelle! En cette journée de ferveur, chacun voulait croire à l'héroïsme. De retour en France, de Gaulle engagea 2 batailles décisives. Il demanda aux Français d'approuver une nouvelle constitution pour fonder la Ve République, puis de lui confier la présidence du nouveau pouvoir. Face à lui, il n'existait pratiquement aucune opposition. Le référendum consacra la naissance de la Ve République. De Gaulle prenait désormais les rênes du pouvoir, fort de plus de 80% des suffrages. Désormais investi de ses nouvelles fonctions, de Gaulle exerçait toutes les prérogatives du pouvoir. À la télévision, de Gaulle dévoila ses intentions. De l'autre côté de la Méditerranée, les Français d'Algérie écoutaient chaque mot. Leur déception fut immense. Partout en Afrique, de Gaulle préparait l'émancipation des colonies françaises. Mais sur l'Algérie, il gardait le silence. Jamais il ne proclama clairement que cette terre demeurerait française. Désormais maître du pouvoir, de Gaulle entendait reprendre le contrôle de l'armée. Les officiers furent sommés de quitter le terrain politique et le général Salan fut rappelé. Les colons suppliaient Salan de rester. Mais lorsqu'il se retira, leur colère se tourna contre Michel Debré. Au cours d'une cérémonie publique, le Premier ministre fut copieusement hué.
Then de Gaulle ordered Massou out of Algeria, and once again... Lorsque de Gaulle écarta le général Massou, la colère éclata de nouveau parmi les partisans de l'Algérie française. They went to the barricades. Sous l'impulsion de Pierre Lagaillarde, Alger se couvrit bientôt de barricades. Au début de l'insurrection, les parachutistes de Massou semblaient proches des colons. Les barricades recevaient nourriture et soutien de toute la ville. Mais bientôt, de nouvelles unités entrèrent dans Alger. Sur ordre exprès de Gaulle, elles mirent fin à l'insurrection et forcèrent les rebelles à quitter les barricades. Lorsque les barricades tombèrent, Lagaillarde quitta Alger la tête haute. Aux yeux des colons, il demeurait l'un des symboles de leur combat. La guerre entrait désormais dans sa 7e année. Tandis que les cérémonies du souvenir se succédaient, l'ombre de la terreur planait encore, jusque parmi les tombes. À l'université, partisans et adversaires de Gaulle en venaient aux affrontements. Au même moment, de Gaulle parlait pour la première fois d'une future république algérienne et annonçait un référendum sur sa politique en Algérie. En décembre 1960, de Gaulle revint en Algérie pour défendre son projet d'autodétermination. Mais l'accueil n'était plus le même. Les anciens partisans du général manifestaient désormais leur hostilité. Au slogan de « De Gaulle au pouvoir » succédaient maintenant les cris de « De Gaulle au poteau ». Au milieu du chaos, les policiers casqués se retrouvèrent encerclés par les manifestants, puis les forces de l'ordre lancèrent la charge. Les pierres pleuvaient sur les forces de l'ordre. Dans les rues d'Alger, les affrontements semblaient ne plus devoir finir. Le conflit s'enfonçait dans une suite sans fin de violences croissantes. Une violence brutale, étouffante, qui paraissait ne jamais devoir s'achever. Pour disperser les émeutiers, la police utilisa désormais des gaz lacrymogènes et des grenades de choc. Les manifestants disparaissaient dans le labyrinthe des ruelles, puis réapparaissaient soudain sur les grands boulevards. Bientôt, les nuages de gaz lacrymogène enveloppèrent la ville, chassant aussi bien les émeutiers que les badauds. De Gaulle restait imperturbable. Loin des grandes villes en ébullition, il traversait les campagnes algériennes, délaissant parfois sa propre sécurité pour tendre la main à la population. Devant l'ampleur des troubles, la police laissa désormais l'armée intervenir. Dans les rues d'Alger, les soldats furent acclamés par la foule et parfois portés en triomphe. Les insurgés espéraient que l'armée demeurerait neutre, comme lors des précédentes émeutes. Bientôt, les étudiants se mirent eux aussi à construire des barricades. Cette fois, tout changea. L'armée passa directement à l'action. Les pierres étaient dérisoires face aux blindés. Les soldats démantelèrent les barricades et dispersèrent les manifestants. Il y eut quelques blessés parmi les soldats et les civils. Mais, contre toute attente, les troubles semblèrent s'achever sans drame majeur. Tandis que les partisans de l'Algérie française continuaient leur slogan, de Gaulle découvrait un autre soutien, celui des foules musulmanes venues l'acclamer sur son passage.
Puis, soudain, tout bascula. Le samedi 10 décembre 1960, les habitants musulmans de la Casbah descendirent dans les rues. Pour la première fois, ils brandissaient ouvertement les couleurs du FLN, rouge, blanc et vert. They spilled out of the Muslim quarter into the French city. Depuis les quartiers musulmans, la foule descendit vers la ville européenne. Les boulevards se remplirent bientôt de cris et de chants aux couleurs du FLN. Quelques voitures brûlaient dans les rues, mais le véritable message venait des slogans. La foule proclamait désormais son soutien au FLN et au GPRA. Devant l'embrasement de la ville, des régiments parachutistes furent ramenés du front. Entre eux et les musulmans d'Alger, les années de guerre avaient installé une haine profonde. Puis commencèrent les rafles. Devant la caméra, un jeune Algérien tente de dévoiler une blessure encore sanglante. Un officier l'arrête immédiatement. Partout dans Alger, les arrestations se multiplient. Alger sombrait désormais dans le chaos. Des incendies ravageaient certains quartiers modernes de la ville. Les morts se multipliaient. Plusieurs corps, atrocement brûlés, restaient méconnaissables. L'armée française avait tiré sur les manifestants musulmans. Selon les estimations, au moins 61 musulmans périrent sous les tirs des parachutistes au cours des affrontements qui plongèrent Alger dans la fumée et le chaos. À peine les fumées des émeutes s'étaient-elles dissipées que les murs d'Alger se couvrirent d'affiches électorales. Votez oui, pour la paix, pour l'Algérie, pour De Gaulle. Aux yeux des colons, le oui ouvrait la voie à une Algérie musulmane. Dans les rues d'Alger, ils organisèrent aussitôt la riposte. Distribution de tracts, affiches militantes et destruction des portraits de Gaulle. À l'approche du référendum, De Gaulle joue son avenir politique. Le 6 janvier 1961, il s'adresse solennellement aux Français lors d'une allocution télévisée. Je dois appeler votre attention sur l'étendue des conséquences qu'aura la réponse du pays et sur le fait... Je dois attirer votre attention sur le fait que chacun assumera, dans cette affaire, une responsabilité directe et personnelle. Nous nous trouvons sans aucun doute devant l'un des grands événements de notre histoire, car la question algérienne engage l'avenir même de la France. Voter oui, c'est vouloir que la France trouve enfin la paix et la raison en Algérie, pour l'Algérie et avec l'Algérie. Et proposer à la décision du pays. Même dans les régions les plus reculées, l'armée installa des bureaux de vote provisoires. Hommes et femmes vinrent participer massivement au référendum voulu par De Gaulle. Françaises, Français, vous savez que c'est moi qui aurai la responsabilité d'agir. Il me faut donc l'appui explicite de la nation tout entière. Depuis plus de 20 années, les événements ont voulu que je serve de... Dans les villes algériennes, l'armée occupait massivement les rues afin de protéger le scrutin. Mais bien peu de musulmans se présentèrent au bureau de vote. C'est pourquoi je me tourne vers vous directement, car en vérité, cette question est entre chacun de vous et moi-même. Ce sont les dernières paroles du général. Un opposant au général résumait brutalement la réalité algérienne. Quand l'armée accompagne les électeurs, ils votent pour la France. Quand le FLN les encadre, ils votent pour le FLN. Et lorsqu'aucun camp ne les conduit, ils restent chez eux. Beaucoup de musulmans restèrent à l'écart du scrutin. Pourtant,
Parmi les votants, nombreux furent ceux qui choisirent de Gaulle. Les Européens d'Algérie, eux, votèrent presque tous non. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, la France donna au général une victoire éclatante. Française, Français. Désormais, les choses sont claires. La France a répondu par un oui, franc et massif, tel que je l'espérais. Charles de Gaulle venait d'obtenir le soutien total du peuple français. Une fois encore, l'avenir de la France semblait lié à celui du général. Depuis 6 années, la guerre d'Algérie dominait la vie politique française, et désormais toute l'issue du conflit paraissait reposer sur de Gaulle lui-même. Face à lui, les partisans de l'Algérie française, Salan, Massou, Soustelle, La Gaillarde et bien d'autres, voyaient peu à peu leur influence s'effondrer. Mais Charles de Gaulle poursuivait sa route, seul, face à l'histoire. Après ces événements, la guerre d'Algérie se poursuivit encore jusqu'en 1962. Version française restaurée et adaptée à partir des archives originales américaines.